Bonjour, je m'appelle Marguerite. L'histoire que je vais vous raconter n'est ni celle d'un héritage disputé, ni une histoire de vengeance. C'est l'histoire de mes propres petits-enfants, Élise et Kevin, et la douloureuse histoire de la façon dont ils ont cessé de reconnaître leur grand-mère, celle qui autrefois leur racontait les plus beaux contes. Moi. Mon fils, Marc, était la prunelle de mes yeux. Et lorsqu'il épousa Anne, j'eus l'impression que le monde entier m'appartenait. Peu de temps après, ils m'offrirent Élise, puis Kevin, et les murs de ma vieille maison silencieuse se mirent enfin à résonner de nouveau des rires d'enfants. Chaque week-end, ils venaient me rendre visite, et ces soirées-là, c'était notre séance de contes. En pyjama, ils se blottissaient sur mes genoux pendant que je leur racontais les histoires les plus merveilleuses, certaines inventées, d'autres apprises de ma propre mère. Je n'oublierai jamais l'éclat de curiosité dans leurs yeux, ni leurs supplications. « Raconte encore, mamie Marguerite !» Dans leur petit monde innocent, les géants, les fées et les animaux parlants que j'évoquais étaient si réels qu'ils refusaient de me quitter jusqu'à ce que le sommeil les emporte. Mais avec le temps, le travail de mon fils prit de l'ampleur. Ils déménagèrent dans une nouvelle maison luxueuse, et tandis que le sourire chaleureux d'Anne se figeait peu à peu en une froide politesse, nos soirées parfumées de contes de var d'abord mensuelles, puis cessèrent complètement. Au fil des semaines, l'absence des rires de mes chers petits se transforma en un poids insupportable. Chaque fois que j'appelais Marc, sa voix distante, ses réponses expéditives. « Maman, nous sommes débordés, les enfants ont leurs activités, Anne reçoit des amis », dressait entre nous un mur invisible. Il ne voulait plus entendre mes histoires, ni partager les anciennes étreintes pleines de chaleur. Je n'étais plus qu'une vieille femme à l'autre bout du fil, cherchant un minuscule espace dans leur vie trépidante. Un matin de fête, j'osais me présenter chez eux, les bras chargés de cadeaux, soigneusement emballés. Anne n'entrouvrit la porte que de quelques centimètres, m'expliquant que les enfants dormaient encore et qu'elle devait préparer la réception de leurs amis. Ce claquement de porte fut plus violent qu'une gifle. Dès lors, je ne suivis leur vie qu'à travers les photos que Marc publia sur les réseaux sociaux. Élise jouait désormais du violon, Kevin avait remporté une médaille dans un sport que je ne connaissais pas, et moi, j'étais absente de toutes ces images de bonheur, comme un fantôme qui n'avait jamais existé. Le mois dernier, j'appris qu'ils avaient organisé une grande fête pour le 12e anniversaire d'Élise, mais l'invitation dorée n'arriva jamais jusqu'à ma boîte aux lettres. Alors je compris. Je ne faisais plus partie de leur monde brillant. Je n'étais plus que la vieille grand-mère couverte de poussière, celle qui, jadis, racontait des histoires. Même si j'avais depuis longtemps perdu tout espoir envers mon fils et ma belle-fille, le manque déchirant de mes petits-enfants serrait chaque jour un peu plus mon cœur. Un après-midi, simplement pour raviver les souvenirs et, peut-être par un miracle, les croiser de nouveau, je décidai d'aller sur la grande place où j'emmenais autrefois Élise et Kevin manger des glaces. En me faufilant à travers la foule, mon souffle se coupa net lorsque j'aperçus, juste devant la boulangerie, ces visages familiers, vêtus avec élégance. Ils étaient là, Marc, Anne et mes petits-enfants, devenus grands, presque méconnaissables, riant de bon cœur. À cet instant, toutes mes rancunes s'évanouirent. Porté par une vague d'amour pur, enfouie depuis des années, je m'avançais vers eux, ignorant mes jambes tremblantes. Je brûlais d'envie de les serrer une seule fois dans mes bras, de respirer leur odeur, celle qui avait habité mes contes.
À quelques pas d'eux, je murmurais « Kevin, Élise, mes trésors !» Kevin, désormais adolescent, leva la tête de son téléphone et me regarda. Mais dans ses yeux, il n'y avait ni joie, ni souvenir, seulement l'agacement d'un étranger dérangé par une inconnue. Puis, j'entendis Élise demander « Maman, c'est qui cette dame ?» Et je vis Anne, le visage soudain blême de panique, s'exclamer « Entrez vite, on ne la connaît pas !» tout en tirant Marc et les enfants à l'intérieur de la boulangerie. Je restais figé au milieu de la place, le temps suspendu. Les mots venimeux « on ne la connaît pas » résonnaient dans mes oreilles, tandis que les regards curieux et pleins de pitié des passants me transperçaient. Il n'y avait plus ni boulangerie ni foule, seulement les yeux vides d'Élise et le visage fermé de Kevin, me regardant comme on regarde une mendiante. Mais ce qui me blessa le plus, ce fut le bref échange de regards avec mon fils Marc. Il détourna aussitôt les yeux, comme s'il me voyait pour la première fois, et suivit sa femme à l'intérieur sans la moindre hésitation. Je compris alors qu'Anne ne m'avait pas seulement arraché mes petits-enfants, elle m'avait aussi volé mon fils, celui que j'avais tant aimé et élevé seul. Quand mes jambes cédèrent, je me laissai tomber sur le banc le plus proche, essayant de respirer sous le poids immense qui écrasait ma poitrine. Comment ces enfants, qui autrefois me suppliaient de leur raconter un conte de plus, pouvaient-ils en quelques années ne plus me reconnaître au milieu de la rue ? Je ne sais pas comment je suis rentrée chez moi, comment j'ai traversé cette foule, mais à chaque pas, j'entendais la voix méprisante d'Anne et je revoyais les regards étrangers de mes petits-enfants. Ils me transformaient en une morte vivante. En entrant dans ma maison silencieuse, les photos souriantes au mur ne m'apportèrent plus de joie, seulement une peine abyssale, car je compris enfin. Pour eux, je n'étais plus la grand-mère qui racontait des histoires, mais une vieille femme dont mon fils voulait effacer jusque la trace, une honte à bannir de sa vie. Les jours qui suivirent cette nuit se transformèrent en une spirale de douleur monotone et apparemment sans fin. Le profond silence qui régnait dans la maison ne m'apportait plus de réconfort. Il frappait les murs comme une confirmation cruelle des deux mots que j'avais entendus dans la pâtisserie. On ne la connaît pas. Mon esprit repassait sans cesse cette scène, tentant de déchiffrer l'expression paniquée mêlée de haine d'Anne. Qu'avais-je donc fait pour qu'elle me condamne ainsi ? Quel crime avais-je commis pour qu'elle, dans la nouvelle vie brillante de mon fils et dans leur cercle social lustré, ait une telle honte de moi et veuille m'effacer des souvenirs de ses enfants ? Quand j'essayais d'appeler Marc et que, au lieu de sa voix habituelle, la ligne était simplement coupée, j'eus la preuve amère que l'exclusion vécue sur la place n'avait pas été un moment d'égarement. C'était l'ultime étage d'une opération délibérée d'ignorance. Je commençais à douter de moi-même. Ces soirées parfumées de contes, ces souffles chauds sur mes genoux, ces petites voix disant « Mamie Marguerite, encore !» N'était-il peut-être que le jeu de mon esprit vieillissant ? Ou bien l'argent et le statut étaient-ils un poison si puissant qu'ils pouvaient faire oublier l'amour d'une grand-mère ? Je compris alors que je n'étais même plus un souvenir pour eux. J'étais devenu, aux yeux de leur monde étincelant, un objet ancien et indésirable qu'on avait mis de côté. Le poids de cette réalité rendait la respiration à chaque instant plus difficile. Je me sentais prisonnière dans cette maison, parce que le monde extérieur me rappelait sans cesse la famille que j'avais perdue, et devoir répondre aux voisins curieux, ceux qui me connaissaient depuis des années et venaient s'enquérir de la taille des enfants, par des mensonges peu crédibles du genre « ils sont très pris, ils n'ont pas pu venir »,
m'imposer une honte encore plus lourde que l'humiliation ressentie sur la place. L'odeur des biscuits à la cannelle que je préparais autrefois en attendant leur petite visite ne flottait plus dans la maison. Ouvrir le four et préparer les plaques n'était plus une joie, mais un acte douloureux qui rendait les chaises vides et les pièces silencieuses encore plus cruelles. Parfois, animé par le dernier fragment d'espoir, je prenais le bus pour le quartier huppé où vivait mon fils, uniquement pour les apercevoir de loin. Mais chaque fois que j'approchais de la rue de leur maison, la peur de croiser le regard méprisant d'Anne l'emportait sur la nostalgie maternelle et je rebroussais chemin, vaincu, sans jamais franchir leur seuil. Je tenais parfois les anciennes photos de Marc, ses premiers bulletins scolaires, et je n'arrivais pas à comprendre comment ce petit garçon qui me regardait avec admiration était devenu cet homme froid qui se cachait dans l'ombre de sa femme et faisait comme s'il ne me reconnaissait pas. Je ne l'avais pas élevé pour l'ingratitude, mais pour l'amour et la loyauté. Ce jour-là, je compris que je ne réveillerais pas leur conscience. Ils l'avaient déjà enfermé quelque part dans un coin de cette maison luxueuse. Si mes petits-enfants devaient un jour me reconnaître, il faudrait que ce soit moi qui le provoque, non plus par des appels téléphoniques ou des visites timides, mais d'une manière qu'ils ne pourraient jamais oublier. Au lieu de me noyer dans le chagrin profond du rejet de mon fils et de ma belle-fille, je sentis en moi renaître une force longtemps étouffée, une étincelle de créativité oubliée, lorsque je découvris dans un vieux coffre le premier brouillon d'un conte que j'avais écrit autrefois pour mes petits-enfants. S'ils ne voulaient plus entendre ma voix, alors je trouverais un autre moyen d'ouvrir pour eux les portes du monde magique qu'ils avaient oublié. Ce qui faisait de moi Mamie Marguerite, celle qui les endormait, qui nourrissait leurs rêves, ce n'était ni mon visage ni mon argent, mais mes mots. Alors cette nuit-là, je me privais de sommeil et à la lueur d'une lampe, je commençais à réécrire dans un cahier vide chacune des histoires que je leur avais contées. Depuis la fée qui vola la lumière de la lune, qu'Élise adorait, jusqu'aux aventures du tigre peureux, qui faisait éclater Kevin de rire. Chaque ligne était un voyage vers les jours anciens. Parfois, je m'y perdais tellement que je croyais sentir le souffle de Kevin contre ma nuque, ou entendre la voix impatiente d'Élise. Et après, je souriais à travers mes larmes, mêlant mon amour à l'encre qui coulait sur le papier. Quand après plusieurs jours de ce travail silencieux, le cahier fut rempli, il n'était plus simplement une collection d'histoires oubliées, il était devenu un testament, celui de tout ce que je n'avais pas pu dire au milieu de la pâtisserie, le reflet de mes blessures les plus profondes et de mon amour inconditionnel. Mais une vérité amère me frappa. Même si j'envoyais ce trésor chez eux, Anne reconnaîtrait ma main, le déchirerait sans pitié et mes contes n'atteindraient jamais les oreilles de mes petits-enfants. Je devais trouver un autre chemin, une brèche dans la défense d'Anne. Le cahier posé sur la table semblait une part de mon âme emprisonnée dans l'encre. Savoir qu'il était inutile tant qu'il restait entre mes mains m'apprit douloureusement que cette bataille ne se gagnerait pas avec l'amour et les souvenirs seuls. Il me fallait une alliée, une messagère capable d'infiltrer le repère de dragons qui était devenu la maison de mon fils. Je fouillais désespérément dans ma mémoire, anciens voisins, parents éloignés, quelqu'un ayant encore même faiblement un lien avec le monde d'Anne.
Mais je savais bien que la plupart avaient, tout comme moi, été jugés inappropriés et écartés de leur vie prestigieuse. Quand mon doigt tremblant appuyait sur l'ancienne sonnette écaillée et que j'entendis, derrière la porte, des pas hésitants s'approcher, mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Lorsqu'Emma ouvrit et me vit là, pâle et épuisée, l'expression de surprise mêlée de peur qui traversa ses yeux prouva aussitôt qu'elle savait. Dans cette maison, un silence absolu avait été décrété autour de mon nom. « Mon Dieu, Madame Marguerite, entrez vite! Si Madame Anne ou ses voisins vous voient ici, je suis perdue !» dit-elle, en me tirant précipitamment à l'intérieur avant de me faire asseoir sur une vieille chaise dans sa modeste cuisine. Je tentais de lui expliquer que je n'étais pas venue pour lui demander de l'argent ou de l'aide, mais simplement pour réclamer les souvenirs volés d'une grand-mère. Quand je posais sur la table le cahier manuscrit, le travail de mes années, de ma vie, et lui dis que je lui demandais seulement de le cacher derrière le vieux nounours que j'avais offert autrefois dans la chambre d'Élise et de Kévin, le visage d'Emma devint livide. « Mais enfin, Madame Marguerite, que dites-vous? Dans cette maison, votre nom est interdit. Madame Anne me détruirait, je perdrais mon emploi. » Devant sa peur si légitime, je sentis la dernière étincelle en moi vaciller. Je me levai, pris ses mains froides dans les miennes, et d'une voix brisée, je murmurai « Je sais, ma fille, je te demande l'impossible, mais sans les contes qui sont dans ce cahier, mes petits-enfants ne sauront jamais qui ils sont. Aide-moi, je t'en prie, aide-moi à sauver leur âme. » Emma regarda tour à tour mes larmes silencieuses et le cahier posé sur la table. Au bout d'un long moment, elle prit une profonde inspiration et dit « Si je me fais prendre, ma vie est finie, Madame Marguerite. Mais je ne peux pas porter ce poids sur ma conscience. » Elle saisit alors le cahier et le glissa précipitamment dans son sac. Et à cet instant, dans cette petite cuisine, une étrangère montra plus de cœur que mon propre fils. En quittant son appartement pour rentrer chez moi, j'avais l'impression d'avoir laissé mon âme dans son sac avec le cahier. À partir de ce moment-là, tout m'échappait. J'avais confié mon destin au courage fragile mais sincère d'une jeune femme, et il ne me restait plus qu'à attendre. Le mardi où Emma devait faire le ménage chez mon fils arriva enfin, et le temps sembla se moquer de moi, se traînant à une lenteur insupportable. Chaque tic-tac de l'horloge faisait résonner dans ma tête les pires scénarios. La colère d'Anne découvrant le cahier, le cri furieux, la voix tremblante d'Emma essayant d'expliquer. Ce jour-là, je ne pus ni manger, ni m'asseoir un instant. Je tournais en rond dans ma maison, imaginant chaque geste d'Emma. Entrait-elle enfin? Anne la surveillait-elle? Trouvait-elle un moment pour déposer le cahier dans la chambre des enfants? Lorsque la nuit tomba et qu'aucun signe ne vint, ni un « c'est fait », ni un « j'ai été découverte », la dernière étincelle en moi se changea en peur glaciale. Et si cette courageuse fille avait perdu son emploi à cause de moi, ou pire, si elle avait eu si peur qu'elle avait abandonné, jetant le cahier à la poubelle pour m'effacer de sa vie. Je passais la nuit entière assise près du téléphone, attendant un appel qui ne vint jamais. Ce silence était plus assourdissant encore que le « on ne la connaît pas » hurlé sur la place. Il me disait sans un mot que le chemin secret vers mes petits-enfants s'était refermé à jamais et que mes contes ne franchiraient jamais la porte de cette maison. Les jours qui suivirent cette nuit se transformèrent en une spirale monotone et sans fin de douleur. Le profond silence de la maison ne m'apportait plus aucun réconfort. Au contraire, il résonnait contre les murs comme la confirmation cruelle des 2 mots entendus dans la pâtisserie « On ne la connaît pas ».
Mon esprit rejouait sans cesse cette scène, alors que j'essayais de déchiffrer l'expression paniquée, mêlée de haine, sur le visage d'Anne. Qu'avais-je donc fait pour qu'elle me traite ainsi ? Quel crime avais-je commis pour qu'elle, dans la nouvelle vie brillante de mon fils et leur cercle social huppé, ait si honte de moi au point de vouloir m'effacer de la mémoire de ses enfants ? Quand j'essayais d'appeler Marc et que la ligne fut simplement coupée sans la voix occupée habituelle, ce fut pour moi la preuve amère que l'exclusion vécue sur la place n'avait pas été un incident isolé. C'était l'ultime acte d'une volonté délibérée de m'ignorer. Je commençais à douter de moi-même. Ces soirées parfumées de contes, ces souffles chauds sur mes genoux, ces petites voix qui disaient « Mamie Marguerite encore !» n'étaient-elles qu'une illusion de mon esprit vieillissant ? Ou l'argent et le statut avaient-ils agi comme un poison si puissant qu'ils pouvaient faire oublier l'amour d'une grand-mère ? Je compris que, pour eux, je n'étais même plus un souvenir. J'étais devenu un objet ancien et indésirable, mis de côté parce que je n'appartenais pas à leur monde étincelant. Et le poids de cette réalité rendait chaque respiration de plus en plus difficile. Je me sentais prisonnière entre ces murs, car le monde extérieur ne cessait de me rappeler la famille que j'avais perdue. Devoir répondre aux voisins curieux, ceux qui me connaissaient depuis des années et demandaient comment grandissaient mes petits-enfants, par des mensonges peu convaincants comme « ils sont très occupés, ils n'ont pas pu venir », m'imposait une honte encore plus lourde que l'humiliation subie sur la place. L'odeur des biscuits à la cannelle que je préparais autrefois en attendant leur visite ne remplissait plus la maison. Ouvrir le four et préparer les plaques n'était plus une joie, mais un acte douloureux qui ne faisait que souligner les chaises vides et les pièces silencieuses. Parfois, porté par un dernier éclat d'espoir, je prenais le bus jusqu'au quartier cossu où vivait mon fils, juste pour les apercevoir de loin. Mais dès que j'approchais de la rue de leur maison, la peur de croiser à nouveau le regard méprisant d'Anne l'emportait sur la nostalgie maternelle, et je rebroussais chemin, vaincu, sans avoir franchi leur seuil. Je feuilletais parfois les anciennes photos de Marc ou ses premiers bulletins scolaires et n'arrivais pas à comprendre comment ce petit garçon qui me regardait avec tant d'admiration était devenu cet homme froid, se réfugiant dans l'ombre de sa femme et faisant comme s'il ne me connaissait pas. Je ne l'avais pas élevé pour l'ingratitude, mais pour l'amour et la loyauté. Ce jour-là, je compris que mon attente silencieuse ne réveillerait pas leur conscience. Ils avaient déjà enfermé leur conscience quelque part dans un recoin de cette maison luxueuse. Si mes petits-enfants devaient un jour se souvenir de moi, il faudrait que ce soit moi qui le provoque. Pas par des appels ou des visites timides, mais d'une manière qu'ils ne pourraient jamais oublier. Après le clic du combiné que mon fils Marc venait de raccrocher, après ces dernières menaces glaciales, je me souviens être resté là, l'écouteur collé à l'oreille pendant de longues minutes. Ce son mécanique ne marquait pas seulement la fin d'une conversation. Il proclamait que mon propre enfant venait de couper de ses propres mains le dernier lien de sang qui m'unissait à cette famille. Ce n'était pas seulement mes espoirs qui s'étaient effondrés, mais aussi la vie d'Emma, la bonne âme que j'avais entraînée dans mon plan insensé. À cause de mes contes, cette jeune fille innocente portait désormais les étiquettes de voleuse et d'espionne. Imaginer la peur et la honte qu'elle avait dû subir me torturait. Cette culpabilité s'ajoutait comme un poids insupportable à la trahison de mon fils. Je ne pouvais pas cesser de penser à mon cahier de contes, ces pages sur lesquelles j'avais versé des nuits de larmes et d'encre, chaque mot contenant un morceau de mon âme,
maintenant probablement arraché et jeté avec un sourire moqueur par Anne, ma belle-fille. Imaginer mes mots magiques se perdre dans la poubelle de leur maison me faisait plus mal encore que de perdre mon propre enfant. Le mot de harcèlement, prononcé par la bouche de mon fils, tournait dans ma tête sans répit. Ainsi donc, le simple fait pour une grand-mère de désirer ses petits-enfants, de vouloir leur transmettre ses histoires, était devenu dans leur monde intincelant un crime. Je n'étais plus seulement oubliée, j'étais devenue une menace. Avec cet appel, la dernière combattante en moi mourut. Il n'y avait plus ni plan, ni messagère, ni lueur d'espoir. J'étais désormais une étrangère, et la lourdeur d'avoir entendu cette vérité dans la voix de mon propre enfant m'écrasa, au point que je restais immobile jusqu'à l'aube. Après ce jour maudit, marqué par la trahison et l'avertissement cruel de mon fils, ma vie s'arrêta. Je n'avais plus la force de me blâmer pour ce qu'Emma avait enduré, ni même celle d'éprouver de la colère contre les paroles sans cœur de Marc. Je n'étais plus qu'une coquille vide, regardant le temps s'écouler sans moi depuis mon vieux fauteuil. Les coups frappés à ma porte par les voisins, la voix du boulanger m'appelant « Madame Marguerite, avez-vous besoin de quelque chose ?» Tout cela m'arrivait comme à travers l'eau, étouffé, lointain. Car lorsqu'une mère et une grand-mère voient l'amour, le cœur même de leur existence, être qualifié de danger par ceux qu'elles aiment le plus rien d'autre n'a d'importance. Les souvenirs des contes et des rires d'enfants qui me réveillaient la nuit n'étaient plus doux ni tendres. Ils étaient devenus des supplices. Un matin, rassemblant le peu de force qui me restait, je pris les cadres posés sur ma table de chevet, ces sourires figés, ces visages d'autrefois, et les retournai, pour ne plus avoir à affronter leurs regards. Je ne pouvais même plus ouvrir mes livres de contes, car chaque mot, chaque phrase enchantée n'évoquait plus la pureté des rêves d'enfant, mais le souvenir de la douleur, celle d'avoir brisé la vie d'une innocente et celle de voir mon carnet finir dans les ordures de cette maison. Les mois passèrent ainsi, et moi, j'acceptais la défaite. Celle de mes petits-enfants qui ne me reconnaissaient plus, celle de mon fils qui me menaçait, celle de ma belle-fille qui avait détruit mon œuvre. Je ne les attendais plus, je ne les espérais plus. Je n'étais plus que cette femme oubliée, recluse dans une maison silencieuse, attendant tranquillement la fin. Presque une année entière s'était écoulée depuis le dernier appel de mon fils. Durant ces 4 saisons, non seulement les roses que j'aimais tant dans mon jardin s'étaient fanées, mais la dernière étincelle de vie en moi s'était elle aussi desséchée jusqu'à la racine. Il ne restait plus qu'une maison vide, résonnant du sifflement du vent d'hiver, et un corps encore plus vieux, plus fatigué. Je ne sortais plus qu'une fois par semaine, aux heures les plus calmes, seulement pour calmer la faim dans mon ventre.
Je fuyais les regards pleins de pitié des anciens voisins qui demandaient « Comment allez-vous, Madame Marguerite ?» Je changeais de trottoir pour éviter leurs questions et j'accélérais le pas lorsque j'entendais les rires d'enfants venant des parcs. Ces rires me transperçaient comme des lames. Les menaces glaciales de mon fils avaient laissé une empreinte si profonde que je n'osais plus prononcer le nom de mes petits-enfants, ni même dépoussiérer les cadres que j'avais retournés. J'avais accepté la vérité. Pour eux, j'étais morte depuis longtemps, et cette maison n'était plus qu'un tombeau silencieux où je reposais avec les fantômes de mes souvenirs. Un de ces jours mornes et routiniers, je sortis dans le froid simplement pour récupérer le courrier. Mais parmi les factures habituelles, je remarquai une enveloppe épaisse, crème, sans adresse d'expéditeur, d'un papier luxueux. Je sursautai sans raison. Ce n'était ni une lettre de la banque, ni une invitation. C'était comme une pierre lancée depuis l'extérieur dans ma tombe silencieuse. Et en la tenant entre mes mains tremblantes, je ressentis une émotion que je n'avais plus connue depuis 1 an. La curiosité, ce sentiment dangereux et palpitant qui s'éveillait dans un coin poussiéreux de mon cœur. L'enveloppe semblait brûlante, lourde comme une braise. Mes doigts tremblaient, non de vieillesse, mais d'une peur pure, mêlée d'un espoir enfantin. Une partie de moi murmurait que ce devait être une dernière humiliation de la part de Anne, peut-être une mise en demeure, un avertissement, tandis qu'une autre, plus naïve, cherchait encore le fragment d'un miracle. Quand enfin je déchirai le bord, j'en sortis non pas une lettre officielle, mais une feuille de dessin à fras, épaisse, texturée, soigneusement pliée, un papier coûteux à l'image de leur vie brillante. Mais je ne parvenais pas à en deviner le contenu. Je la déployai entièrement. Devant moi, un dessin d'enfant, une grande chambre, un lit, un ours en peluche posé près de la tête de lit, derrière lui, un cahier caché qu'une petite fille venait de découvrir, les yeux écarquillés. Les couleurs étaient pâles, mais la couverture du cahier était mise en évidence. Puis, au coin inférieur de la feuille, j'aperçus, tracé d'une main d'enfant hésitante, « J'ai trouvé la fée, mamie Marguerite, mais que maman ne le voit pas. » Mon cœur se serra si fort que je crus qu'il allait s'arrêter. La fée, c'était le premier conte de mon carnet disparu. La fée qui vola à la lumière de la lune. Le jour où mon fils avait dit « Elle s'est fait attraper », où Anne avait juré « J'ai tout déchiré », où l'on m'avait fait croire qu'Emma avait été renvoyée, tout cela n'était qu'un mensonge. La brave et douce Emma n'avait pas jeté le cahier, elle ne s'était pas faite prendre, elle avait risqué sa place, peut-être même sa vie pour sauver mes histoires. Et ma petite Élise, ma chère enfant rêveuse, l'avait trouvée. Pendant 1 année entière, à l'abri du regard de sa mère, elle avait lu en secret mes contes interdits. Le dessin maladroit de ma petite fille Élise et la courte phrase écrite de sa main tremblante frappèrent mon cœur, qui depuis 1 an semblait recouvert de terre, comme une crue soudaine dans un lit de rivière asséché. Je restai figée à la table de la cuisine, le morceau de papier dans la main, car le grand mur de mensonges que mon fils avait édifié avec son appel glacé venait de s'effondrer sous le souffle discret de ma petite. À cet instant, je pensais à la douce Emma, dont la culpabilité m'avait rongée pendant des mois. Alors que je croyais qu'on l'avait surprise, renvoyée et traitée comme une voleuse, cette courageuse jeune femme avait pris le risque inimaginable, au cœur de cette maison infernale, pour protéger ma dernière confidence, ce fragment de mon âme, et s'était faufilée hors du regard perçant de Anne pour accomplir sa mission. Mon fils Marc et ma belle-fille Anne,
Ils ne s'étaient pas contentés de me dire « Tiens-toi loin de notre maison ». Ils avaient volontairement et méthodiquement voulu me couper de ce foyer pour étouffer ma dernière lueur d'espoir et briser définitivement le dernier lien qui m'unissait à mes petits-enfants, en inventant la fable selon laquelle le cahier avait été retrouvé et qu'Emma avait été renvoyée. Élise, ma petite fille vive, amoureuse des contes, malgré ce monde clinquant et faux, malgré les interdits sévères de sa mère et le silence peureux de son père, elle avait trouvé le cahier. Pendant 1 an entier, elle avait lu en cachette ses histoires défendues et avait trouvé ce moyen dangereux mais ingénieux de me dire « Mamie Marguerite, je ne t'ai pas oubliée, je suis toujours là ». La lourde sensation de défaite qui pesait sur moi depuis 1 an, la résignation, le silence glacial, fondit sous la chaleur des couleurs pâles du dessin. J'examinais les photos retournées sur ma table de nuit, les livres de contes poussiéreux. La guerre n'était pas finie. Avec le message secret de ma petite et le mensonge ignoble de mon fils, elle commençait sous une forme toute nouvelle. Le message caché de ma petite fille m'avait arraché d'un seul coup du puits sans fond du chagrin où je m'étais enfoncée durant 1 an. En glissant précieusement ce petit papier dans le coffre où je gardais mon cœur, je compris que je ne pouvais plus me contenter de survivre. Il me fallait saisir la main que cette brave fillette m'avait tendue et me battre pour elle. Le mensonge abject de mon fils et de ma belle-fille, prétendre qu'Emma avait été virée et que le cahier avait été déchiré, ne me blessait plus comme avant. Au contraire, il soufflait dangereusement sur la braise éteinte de ma colère. Je compris qu'ils n'avaient pas seulement voulu m'éloigner de mes petits-enfants. Ils avaient espéré que je me noie dans la douleur, que j'accepte la défaite et que je m'efface en silence. La mise en garde d'Élise, « Maman ne doit pas le voir », résonnait sans cesse dans ma tête. Elle montrait à quel point ma petite vivait sous pression dans cette maison, forcée de cacher son amour comme s'il s'agissait d'un crime. Toute réponse directe de ma part risquait de la livrer à cette prison scintillante. Pourtant, en regardant de plus près le dessin, et notamment cet écran d'ordinateur dessiné de manière naïve, toute autre idée me traversa l'esprit. Peut-être n'avais-je plus besoin de messagères comme Emma, ni de franchir la porte de leur maison. Peut-être devais-je envoyer mes contes ailleurs, là où les murs de cette maison n'avaient pas de prise, quelque part où le monde entier pourrait les voir. Si Élise avait été assez maligne pour dénicher le cahier interdit et assez courageuse pour m'envoyer cette enveloppe, alors les nouvelles histoires que j'enverrais en tant que mamie Marguerite pourraient bien atteindre ma petite, sans que sa mère ne s'en doute, directement au cœur de ce monde moderne que Anne chérissait tant. Mon plan n'était plus de me cacher, il était de paraître au grand jour. Je ne pouvais pas récupérer l'année que le coup de téléphone menaçant de mon fils m'avait volé. Mais grâce au message secret de ma petite fille, j'avais retrouvé le courage d'agir. Ce jour-là, pour la première fois de ma vie, je franchis la porte d'un cybercafé. Au milieu du bourdonnement des ordinateurs, je racontais toute mon histoire à un jeune homme au regard bienveillant, Lucas. Il écouta sans m'interrompre, retenant son souffle pendant que je lui parlais de la trahison, des contes interdits et du dessein secret. Lorsqu'il me dit, d'une voix douce, « Madame Marguerite, il existe un moyen de faire entrer vos contes dans cette maison sans que personne ne s'en rende compte. » Et qu'il me montre à l'écran lumineux, je compris qu'il venait de m'offrir une arme insoupçonnée. Son plan était d'une simplicité et d'une intelligence telle qu'Anne, ma belle-fille, n'aurait jamais pu l'imaginer.
tandis qu'elle me croyait encore assise dans mon vieux fauteuil, ignorante du monde moderne, j'allais, moi, pénétrer au cœur de ce monde qu'elle adorait, dans les tablettes que mes petits-enfants tenaient entre leurs mains, avec ma voix, mes mots, mes histoires. Ce jour-là, dans cette petite pièce étouffante, je me penchai vers le micro froid et je murmurai « Il était une fois ». Mais cette fois, ma voix ne s'adressait pas seulement à Élise et à Kevin. Elle était aussi pour mon fils, pour sa femme, pour leur conscience rendue sourde par le mensonge. Lorsque Lucas mit en ligne ce premier compte sur ce qu'il appelait YouTube, je ne fus plus la vieille femme brisée et impuissante. Je devins une capitaine, lançant une bouteille à la mer, contenant le message le plus intime de mon âme. Et quelque part de l'autre côté de cet océan numérique, je savais que mes petits îlots, Élise et Kevin, finiraient par la trouver. Les jours qui suivirent furent emplis d'une attente fébrile. Ni silencieuse comme avant, ni paisible, mais pleine d'un mélange étrange d'espoir et de peur. Chaque matin, j'allais dans le petit local de Lucas. Je m'asseyais devant l'écran brillant, fixant ce chiffre 0 vu, comme s'il incarnait de nouveau mon destin figé. Et puis, le 4e soir, tout changea. Le 0 devint 1, puis 5, et sous la vidéo, je vis un commentaire, non pas d'Élise ni de Kevin, mais d'un enfant inconnu. J'avais l'impression d'écouter ma propre grand-mère. Continuez, s'il vous plaît. Ce fut une révélation. Ce que nous avions fait n'était pas seulement pour mes petits-enfants. Ma voix, chargée de douleur et d'amour, traversait non seulement les murs de cette maison luxueuse, mais aussi ceux d'autres foyers, d'autres cœurs solitaires que je ne connaissais pas. De ma peine naissait une forme de guérison, un réconfort pour d'autres. Je cessais d'attendre que mes petits-enfants découvrent la chaîne, jusqu'au jour où, sous l'histoire du tigre péreux, parmi des centaines de commentaires, j'en vis un, sans photo de profil, d'un utilisateur anonyme. « Le tigre n'a plus peur, il a retrouvé la fée. Quel est le prochain conte, mamie Marguerite ?» Là, au milieu du cybercafé, je compris que j'avais gagné. Mon fils et ma belle-fille pouvaient me rejeter, fermer leurs portes, mentir, mais ils n'avaient pas pu empêcher ce lien, ce fil d'amour jeté à travers la mer numérique. Et désormais, je n'étais plus seulement la grand-mère d'Élise et de Kevin, j'étais devenue mamie Marguerite, la conteuse de centaines d'enfants qui ne connaissaient pas mon nom, mais reconnaissaient ma voix.